De retour dans la grande édition en direct sur Canal 10 Télévision. Place maintenant au Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, je reçois Éric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe, mais aussi Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Il manque quelqu'un à l'appel ce soir. Il s'agit donc du nouveau préfet de région Guadeloupe, à savoir Monsieur Rochat, qui avait accepté l'invitation, je tiens à le préciser, mais sur un format d'émission qu'il voulait plus classique et a refusé finalement le débat, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir vu qu'il vient d'arriver. Mais on espère vivement qu'il se joindra à nous un de ces jours et plus tôt que prévu, de préférence. En tout cas, depuis peu, le port du masque a été rendu obligatoire. On était censé faire un point avec lui, justement, à ce niveau. Donc, ce nouveau préfet a été testé positif au Covid-19 et s'en est suivi une série, justement, de mesures qui sont en cours d'application ici en Guadeloupe, dont le non-port du masque, dont le port obligatoire du masque dans les lieux publics. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Déjà, on va demander les avis de chacun sur le plateau. Monsieur Ségur, on commence avec vous. Votre avis sur le port obligatoire du masque? Encore une fois, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas me prononcer dessus. En tant qu'utilisateur. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, visiblement, lorsqu'il n'y a pas la distance physique possible, je pense que le masque est sûrement l'un des éléments permettant, en tout cas, ne pas peut-être se protéger, mais en tout cas protéger l'autre de ce qu'on pourrait projeter en termes de gouttelettes. Et donc voilà, maintenant, je ne suis pas certain que dans des lieux ouverts, la nécessité du masque s'impose. Mais en même temps, on n'est pas dans un paradoxe inutile. Vous voyez bien que dans nos écoles, à partir de la semaine prochaine, nous serons dans des lieux clos. Et en école maternelle et élémentaire, nous aurons des dizaines et des centaines d'élèves sans masque. Qui seront peut-être porteurs sains, mais qui vont être en capacité de diffuser dans les foyers le virus. Donc, mais ça n'aide pas à éclaircir le message au niveau de la population. Vous savez, lorsque vous avez eu un gouvernement qui nous a expliqué pendant 2 mois que le masque était inutile et que brusquement il devient urgent de le mettre, même en plein air, vous voyez bien que ça crée une confusion énorme. Nous, tout ce que nous disons, en tout cas, s'il y a port du masque, s'il y a nécessité de porter le masque, il faut qu'il soit offert gratuitement à la population. Parce que, ça ne fait pas partie des annonces. Mais oui, mais jusqu'à maintenant, je reste persuadé que lorsqu'il y a une nécessité, et lorsque c'est pour une question de santé publique, ben, normalement, l'ensemble des masques devraient être à minima remboursés et être à disposition du public de façon gratuite, sans quoi ce n'est plus une nécessité de santé publique. Ça reste le bon vouloir d'un gouvernement qui n'est que dans un axe de communication et non pas dans la recherche de résolution de façon pérenne de la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Pour vous, c'est plus une opération de com. Et vous, Monsieur Coriolan? Alors, je regrette déjà l'absence du préfet de région, parce que ça serait l'occasion pour lui de nous expliquer en vertu de quel principe et quelles données scientifiques son gouvernement, parce que bon, lui, ce n'est qu'une donnée variable, le préfet. C'est une mesure prise par le gouvernement français. En vertu de quel principe scientifique? Je ne suis pas scientifique plus que M. Ségur, hein, mais enfin, aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a aucune donnée scientifique, aucune raison valable qui justifie le port du masque en extérieur. Et ce qui se passe, c'est que nous vivons une période assez particulière. Au niveau planétaire, hein, ça n'est pas particulier à la France ou à la Guadeloupe. C'est une période où des gens prennent des décisions à la légère, mais il n'y a qu'à voir comment ce Covid a été géré depuis le début par le gouvernement, entre toutes les contradictions qu'ils ont pu émettre, port du masque, pas port du masque. Nous assistons à une période très 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 bizarre qui en fait est une période politique sous couvert de sanitaire. Elle est très politique parce que lorsque je vois qu'aujourd'hui l'opposition française est réduite à une chose, c'est demander le masque gratuit, alors qu'il y a tout un tas de scientifiques de sommité qui expliquent aujourd'hui... Effectivement, un grand paradoxe en ce moment, c'est que une sommité mondiale dans le domaine est française, qu'elle émet certains avis, en l'occurrence le professeur Didier Raoult, qui est visiblement le numéro 1 dans son domaine, mais on se passe de ses conseils. Pas seulement, on ne veut pas l'entendre. C'est-à-dire, Macron écoute un certain nombre de gens qui sont autour de lui, et il y a manifestement des gens qui sont des sommités reconnus, qui expliquent de manière argumentée, de manière sourcée,
que les mesures qui sont prises ne sont pas adéquates. Didier Raoult le répète à qui veut l'entendre. Par exemple, que les masques, en général, ne protègent pas du Covid. Mais on ne va pas revenir sur le port intérieur où, pour des raisons d'hygiène, on peut éventuellement remettre le débat plus tard. Mais en extérieur, c'est une mesure purement d'allégeance et de soumission. Il s'agit de pousser les gens à avoir un geste de soumission à l'autorité. C'est clair. Et alors, dès qu'on commence à parler de ça, on vous sort le mot magique, il s'agit de conspirationniste et toute espèce de choses. Mais aujourd'hui, le bon sens, Monsieur Luce, nous pousse à faire quelques recherches. Je demande à chacun des auditeurs de chercher les raisons scientifiques du port de masque en extérieur. Encore, d'autant plus qu'en Guadeloupe, nous sommes bercés par les alizés. Le port de masque en extérieur n'a vraiment aucune valeur scientifique. D'autant plus que aujourd'hui, avec la température, les conditions climatiques qu'on a, on nage en plein délire. Moi, je suis partisan, et je l'ai dit dans certains de mes écrits sur Facebook, j'étais partisan pour une appréciation locale de cette situation. On est dans l'ensemble français, certes, mais je suis certain qu'il y avait possibilité, j'ai interpellé par des écrits les élus guadeloupéens, il y avait à mon avis possibilité de trouver une gestion tropicale, guadeloupéenne de cette pandémie, parce qu'on le sait bien que le virus circule de manière différente en zone tropicale. On sait bien aussi que nos populations sont... Regardez comment l'Afrique est moins touchée. On a beau essayer de dire que l'Afrique... Depuis le début de la pandémie, tout le monde a peur pour l'Afrique. On attendait des catastrophes en Afrique, ça n'arrive pas. Donc il y a des recherches scientifiques à faire là-dessus. Mais encore une fois, en Guadeloupe, on aurait pu avoir une déclinaison, convoquer la RS et la préfecture, dire, parce que c'est quand même une catastrophe économique. Vu la fragilité de notre tissu économique, notre tissu social, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envisager une application, une gestion différente de cette crise-là? Nous sommes quand même, par rapport à la France, en différenciation, nous sommes à 30% de chômage ici. Lorsque cette crise, les répercussions de cette crise, qu'est-ce que ça va donner? Le pays sera à plat. Est-ce qu'on peut vraiment accepter toutes ces mesures-là sans se poser de questions? En fait, c'est simplement ça que je dis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un virus qui circule, je dis que la gestion est chaotique et n'est pas gérée de manière différenciée comme on aurait pu le prévoir ici. Et le port du masque, comme on en discutait tout à l'heure, même le port du masque sur les plages, ce sera un exemple de cette exagération finalement? À mon sens, oui. Parce que, encore une fois, si effectivement il faut une distanciation physique, et il faut qu'elle soit opérante. Maintenant, sur une plage à 40 degrés en plein cagnard, et vous vous retrouvez avec un masque juste avant de rentrer dans l'eau, et une fois que vous êtes dans l'eau, qu'est-ce que vous faites avec? Vous le laissez flotter au gré des vagues, c'est complètement absurde. De la même façon que c'était absurde, même pendant le confinement, de ne pas permettre aux Guadeloupéens d'avoir accès aux plages pendant au moins une demi-heure ou une heure pour pouvoir justement faire face aux contraintes. Et se traiter justement contre les maladies aussi. Oui, mais je n'en sais strictement rien. Mais encore une fois, je reste persuadé qu'on a raté un tournant. À un moment donné, il fallait isoler plus ou moins le pays Guadeloupe. Il y avait moyen de le faire en faisant des contrôles stricts aux ports et aux aéroports. On avait le moyen, on aurait dû se donner les moyens de pouvoir tester pour isoler les personnes qui étaient atteintes du Covid et puis ensuite permettre au pays de fonctionner entre guillemets normalement. Ça n'a pas été fait. Les pouvoirs publics ne se sont pas donné les moyens d'avoir des tests en nombre, d'avoir du gel pour permettre justement ce lavage des mains essentiel. Puisque visiblement, certains penseraient que c'est plus par le toucher que ça se transmettrait que plutôt que par la voie aérienne. Et donc, voilà, on a eu une impréparation, une inconsistance de la part de nos pouvoirs publics. Et puis aujourd'hui, c'est une grande inquiétude dans toute la population, avec justement une incapacité de pouvoir se positionner par rapport à tout cela. Parce que d'un jour à un autre, on nous dit tout et son contraire. Et c'est là où on est en grande difficulté. Et puis surtout, on est en grande difficulté. Moi, je prends le cas des écoles. Depuis le mois de mars, les écoles sont fermées. On aurait pu penser qu'on aurait pu utiliser ces instants pour se réunir, programmer
les travaux qu'il faudrait faire, programmer une réaffectation des élèves au regard des salles de classe dont nous disposions, regarder si on pourrait avoir un peu plus d'enseignants pour diminuer le nombre d'élèves dans les classes, enfin faire un certain nombre de discussions et puis ensuite mettre en place la machine et notamment les travaux nécessaires pour qu'on puisse avoir une entrée sereine, et rien n'a été fait. Donc on se rend compte que finalement, le masque, il n'est pas seulement sur notre visage, je pense qu'il est également sur les yeux des décideurs, et il servira malheureusement pas seulement peut-être à empêcher les personnes d'attraper la Covid, mais il sera aussi l'élément pour justement se boucher les yeux et ne pas faire ce qu'il y a à faire. Alors, effectivement, on peut avoir des avis divergents sur ce fameux port du masque et sa nécessité. Après, bon, j'ai des commentaires, bon, fallait s'y attendre. Contredire le port du masque en extérieur, c'est faire du Donald Trump et précipiter le peuple dans le chaos. C'est Willem Cancel qui nous dit ça. Donc, certains pourraient dire, en fait, que donner un message contraire à celui, un signal contraire à celui qui est envoyé en ce moment serait plutôt, en fait, irresponsable, clairement. Oui, bien sûr, mais ça, c'est les réseaux sociaux sont bombardés de gens qui sont, en quelque sorte, entre guillemets, la cellule riposte du gouvernement. Mais après, le masque est rentré dans les mœurs, je m'en rends compte. Je vois les gens, et j'ai beaucoup de peine, très sincèrement, quand je vois les gens sous le soleil avec un masque. J'ai beaucoup de peine pour eux. Parce qu'en réalité, est-ce que les gens ont peur? Demandez-leur pourquoi ils mettent le masque. Ils ne le mettent pas pour des raisons sanitaires de sécurité. Non, c'est la peur de la mort, clairement. Non, il y a la maladie et des il y a surtout la peur du procès verbal. Il y a surtout la peur de se faire verbaliser à 135 € pour non-port du masque. Il y a la peur de la police qui existe. Il y a beaucoup de gens, il y en a qui le mettent effectivement pour des raisons sanitaires, mais beaucoup de gens le mettent. Ils ne sont pas convaincus. Peut-être pour les mauvaises raisons, selon vous. Pour les mauvaises raisons. Enfin, les mauvaises raisons, non, personne n'a envie de prendre un procès à 135 €. Donc ils le mettent par peur de se faire verbaliser, mais pas pour des raisons spécialement sanitaires, parce que les gens sont comme vous et moi, ils vont sur les réseaux, ils voient les informations, ils se disent, bon, tout compte fait, c'est pas si grave que je le mette. Si on me chope, ça va faire 135 €, bon, je l'ai, qu'est-ce que ça me coûte un masque? Sauf que mettre un masque sur son visage pendant 8 heures en Guadeloupe, c'est quand même quelque chose. En plus, les conditions dans lesquelles il est utilisé, parce que beaucoup de gens ne changent pas de masque plusieurs fois dans la journée. C'est le même masque qu'ils utilisent. Donc, au niveau propagation du virus, ça n'a absolument aucune efficacité. Ça n'a aucune efficacité, mais les gens le mettent comme la ceinture de sécurité. Bon, la ceinture de sécurité, elle a prouvé son efficacité. Mais dans le cas du masque porté, en tout cas en extérieur, les gens sont absolument persuadés et sont conscients qu'ils le mettent pour éviter des procès-verbaux. Ça ne repose sur absolument rien du tout. Alors, le professeur Raoult l'a expliqué, ces masques-là ont été fabriqués à la base pour être utilisés dans des laboratoires. Alors, je ne veux pas entrer dans un débat scientifique, je ne le suis pas, moi. Mais il suffit de faire quelques recherches. Ce sont des masques qui sont utilisés dans des conditions particulières. Ils ne sont pas faits pour être utilisés en plein air, parce que les conditions de circulation atmosphérique sont différentes lorsqu'on est en plein air. Vous vous rendez compte, il y a un maire en France qui a même demandé à ce que le masque soit obligatoire pour les gens qui faisaient du sport à vélo. Bon, je pense que ça a été annulé parce que, mais c'est pour vous dire à quel point. Monsieur Corlelon, tout simplement, en général, on prend l'exemple chinois, que les Chinois, eux, ont intégré justement le port du masque. Après, pour des raisons complètement différentes, leur air est tellement pollué que bon, ils sont obligés. Finalement, c'est vraiment une. Oui, mais enfin bon, je vis pas en Chine, j'ai pas envie de vivre en Chine et j'ai pas envie de vivre dans un État politique comme la Chine. Et si le but c'est de faire en sorte qu'on en arrive à un État autoritaire comme la Chine, je ne connais pas le système de santé de la Chine et pour quelle raison la Chine impose ses masques. Donc si en fait... Non, c'est plutôt qu'ils ont déjà intégré, enfin les Asiatiques... Oui, ils ont intégré, mais ils obéissent. Les Chinois se posent très peu de questions. Il y a un gouvernement en Chine, on ne peut pas parler de démocratie véritable. Donc, oui, mais après, on vous dira qu'en France, on a plutôt tendance justement à tout remettre en question, parce qu'effectivement, bon... Oui, parce qu'on est censé, on se pose des questions sensées. C'est ce qui dérange beaucoup et on vit quelque chose qui ressemble vraiment à une dictature sanitaire.
sanitaire, je mets même entre guillemets. C'est-à-dire, on a vraiment... Mais pas le dictature, entre guillemets. Pardon? Et pas le dictature, entre guillemets? Non, on va encore m'accuser de dire que le macronisme, c'est une dictature. Non, on ne va pas aller dans les extrémités, on n'est pas une dictature. Il a quand même été élu. Ce gouvernement a été choisi par le peuple français. Mais ce sont des mesures de restriction de liberté. Ils n'en sont pas un coup d'essai. Beaucoup de mesures aujourd'hui, alors bon, c'est pas spécifique à la France, mais ce nouveau monde-là qu'on nous promet m'inquiète profondément. Alors j'ai eu l'occasion, par exemple, de protester pour les radars tourelles. Ça n'était pas contre la sécurité routière. Ce sont des machines qui vous filment en permanence, qui prennent des données filmées. Voilà, vous êtes surveillés H24. C'est une société autoritaire de surveillance qu'on nous prévoit. Et personnellement, ça m'inquiète. C'est pas la société que je veux pour mes enfants. Et je proteste par rapport à ça. Et je vois que certains s'en remettent avec relativement beaucoup de facilité. Est-ce que vous pensez que M. Coriolan est un peu dans l'exagération? Encore une fois, c'est son avis. Vous savez, en la matière, comme nous n'avons aucune certitude, donc nous sommes... C'est bien ça aussi le problème, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Enfin, personne n'en a, même les scientifiques. Non seulement il n'y a pas de certitude, mais en plus, nous avons des discours qui sont tellement incohérents de la part de notre gouvernement que vous êtes obligé de vous interroger. Maintenant, le principe de précaution prévaut souvent parce que nous sommes dans une société où nous préférons préserver plutôt que de nous retrouver en grande difficulté par la suite. Moi, ce qui me gêne dans tout ce qui est en train de se passer, c'est que lorsqu'on préconise quelque chose, il faut que derrière, nous ayons les actes de ces préconisations. Vous voulez généraliser le masque, vous devez donner le masque. Vous pensez qu'il faut absolument avoir des moyens pour que la population se lave régulièrement les mains. Demain, nous allons sûrement nous retrouver avec des écoles où il n'y aura pas d'eau. Donc, moi, ce que je veux, c'est que si effectivement on a une politique sanitaire qui s'appuie bon an, mal an, sur des avis qui des fois sont contradictoires, mais c'est aussi ça la science, c'est s'interroger et regarder effectivement au maximum là où on peut aller dans certaines certitudes et écarter un certain nombre d'autres d'incertitudes. Mais aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est plus l'incohérence du discours politique que ce qu'on nous demande de faire. Après, il est clair que demain, je sais pertinemment sur mon champ d'activité, lorsqu'il sera 11 heures, dans une salle de classe où il fait 34 degrés pratiquement dès 11 heures, avec un masque, je crains malheureusement que certains élèves et certains enseignants se retrouvent dans une situation où ils vont sûrement être dans une détresse respiratoire et donc se pose un vrai problème sur cette question du port du masque. Et donc aujourd'hui, lorsque j'avais demandé notamment à ce qu'il y ait moins de personnel dans les salles de classe et moins d'élèves dans les salles de classe, ça vient de là. C'est au moins qu'on soit éloigné de 1 mètre, 1,50 m, et donc de fait qu'on ne se retrouve pas avec ce carcan-là. Maintenant, moi je vous dis encore une fois, je le porte parce que j'ai dans ma famille des personnes fragiles. Vous le portez dans les magasins? Mais je le porte uniquement lorsque je suis à l'intérieur. Mais en extérieur? En extérieur, pour l'instant, je n'ai pas... à la plage, ça ne vous dit pas trop, là? Mais à la plage, pas du tout. Et puis, d'une façon globale, je suis dans ma voiture, par exemple, seul dans ma voiture, ou même avec les personnes qui ont l'habitude de me côtoyer chez moi dans ma voiture, je ne mets pas de masque. Après, il est clair que quand je vais me retrouver dans des lieux à l'extérieur où il y a énormément de personnes, par précaution, je mets le masque. Mais encore une fois, je le mets plus par citoyenneté que par la certitude que le geste que je suis en train d'opérer va protéger. C'est juste tout simplement pour permettre à celui qui est en face de moi de se sentir rassuré parce que je porte le masque. Maintenant, comme dit monsieur, vous savez, moi je crains malheureusement que beaucoup d'élèves et beaucoup de personnes en Guadeloupe ne soient pas en capacité d'avoir 2 ou 3 masques par jour, ce qui devrait normalement être le cas. Et donc de fait, vous avez effectivement des masques qui sont aujourd'hui porteurs de germes qui peut-être sont plus nocifs que ce fameux virus qui est en train de circuler. Et donc, voyez-vous, on est vraiment dans une difficulté majeure, mais on n'a pas de vision claire parce que le discours politique et les actes politiques
ne sont pas claires. Et donc, mais là, ils essaient de tous tendre dans la même direction, et finalement, c'est un élargissement finalement du port du masque à quasiment peut-être toutes les situations. Certains pensaient hallucinant de devoir porter un masque, par exemple, en soirée. Les gens devaient porter des masques dans les soirées. Non mais Eddy Ségur a raison sur une chose. Lorsqu'une mesure est prise, pour qu'elle soit validée, acceptée et appliquée sans qu'elle soit trop contestée, il faut l'expliquer. Il faut que les gens la comprennent. Et aujourd'hui, malheureusement, je crois que depuis le début de cette crise, le grand malaise de cette gestion du Covid-19, c'est que les gens ne comprennent pas les mesures qu'on leur impose. Et à travers tout ça, il y a eu tous les changements de discours à plusieurs reprises de ce gouvernement. Donc tout ça met les gens dans une espèce de défiance un peu. De défiance, certes, mais de peur aussi. Donc c'est assez particulier ce que vivent les gens aujourd'hui. Donc dans cette espèce de peur, des discours qui changent en permanence. Moi, je suis pas plus révolutionnaire que qui que ce soit. Lorsqu'une mesure que je la comprends, je l'applique. Je l'applique bêtement et parce qu'il faut protéger des gens, parce qu'il faut me protéger, parce qu'il faut protéger mon environnement, il faut protéger les personnes qui sont autour de moi. Aujourd'hui, j'use de mon cerveau quand même pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui nous est demandé, et j'ai du mal à valider ces mesures-là. Donc, je pense que tout un chacun... Alors, les gens ne passent pas leur journée à se poser des questions sur l'utilité ou pas de ce qui est pris comme disposition par le gouvernement. Mais lorsqu'on se pose et qu'on réfléchit 2 secondes, on se rend compte qu'on est... en fait, on obéit. On éveille. Et aujourd'hui, par exemple, en Guadeloupe, je pense que la majorité des maires de Guadeloupe ne font qu'appliquer les dispositions qui sont prises par la préfecture, enfin par le gouvernement représenté ici par la préfecture. Mais s'il faut une cohésion nationale, est-ce qu'ils ont le choix ? Finalement. En Guadeloupe, je pense qu'on peut avoir le choix. Depuis la nuit des temps en Guadeloupe, j'entends parler de différenciation, comment on dit ça ? Même sous l'ère Macron, on était censé être dans la différenciation. Oui, mais bizarrement, aujourd'hui, il n'y a que les mesures de l'ARS qu'on entend dans le cas de santé. Alors, c'est un domaine régalien de l'État, certes, la santé, mais je pense, l'audace politique doit être de pouvoir proposer quelque chose. Parce que, par exemple, j'ai eu l'occasion d'écrire. Moi, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup suivi pendant un certain temps, qui est le docteur Henri Joseph. Je pense qu'il a un avis sur ces questions-là aussi. Il a eu des produits ici. Il a une certaine conception de notre vie et notre environnement, de notre santé dans notre environnement local. Il y a des choses à faire. Plutôt que d'appliquer des mesures dont on n'est pas convaincu de l'efficacité. Je ne suis pas du tout convaincu de l'efficacité parce que en réalité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un coronavirus, comme il y en a 4 ou 5 qui sont en circulation en permanence aujourd'hui sur la planète. Ça veut dire que si ces mesures-là, si on prend les choses au pied de la lettre, à chaque grippe, il faudrait masquer tout le monde et établir les mêmes mesures. Et aujourd'hui, on est à un tel niveau de psychose que les gens n'ont même plus le droit de tousser. Tousser est un acte naturel, mais maintenant rentrer quelque part où tousser, ça peut être mal vu. Où il y a 3 ou 4 personnes. Même au-delà de ça, rentrer par exemple dans une grande surface ou dans un magasin sans masque, ça crée des tensions sociales. On vous suit du regard. Clairement. Ça crée des tensions sociales, alors que ce Covid-là, il faut se calmer un peu. Il n'est pas plus contagieux que la gastro ou autre chose. Le problème, pourquoi il inquiète les gens ? Non, mais pourquoi il inquiète les gens ? J'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de médecins et des élus qui sont médecins qui ont essayé de me convaincre en me disant moi je suis médecin, je peux te dire. Ce qui se passe aujourd'hui, la peur que les gens ont, c'est qu'aujourd'hui, manifestement, on n'a pas le traitement. Et on n'aurait pas le traitement. Et alors, mais ça aussi, ça n'est pas clair. Il y a un traitement qui est appliqué dans beaucoup de pays du monde, qui est l'hydroxychloroquine. Oui, mais qui marche manifestement pour beaucoup de gens. La France n'est pas parce que la France suit l'OMS. L'OMS a demandé à ce que l'hydroxychloroquine soit interdite et voilà. Donc on est dans une situation où on nous impose des mesures, où on a entendu dire qu'il y avait éventuellement un traitement qui pourrait être efficace, mais les autorités sanitaires ont dit ah non c'est pas le bon, on attend le vaccin. Ça n'est pas très clair. Mais j'étais encore avec le docteur Jarige hier, en interview, et qui nous disait que clairement, ils avaient un traitement, mais que c'est que la réanimation finalement qui pouvait sauver les patients atteints, et que concrètement, ils attendaient le vaccin.
qu'il n'y avait pas d'autres traitements, qu'il n'y avait pas de traitement efficace. Sur l'hydroxychloroquine, on l'a interrogé, il nous a dit qu'il y a beaucoup d'études sérieuses internationales qui ont été menées et qui discréditent justement le protocole du docteur Raoult. Donc tout ça, ça a contribué aussi à créer un flou justement dans la tête des Français. Oui, non mais le flou il va durer longtemps. C'est-à-dire que c'est Raoult contre tous les autres, en tout cas contre le comité scientifique. Il y a de plus en plus de médecins qui commencent à le rejoindre finalement. Beaucoup de gens et on les voit sur les grands plateaux télé d'ailleurs. On commence à les recevoir parce que ça ne peut plus rester. Il y a quelque chose qui nous dépasse dans cette histoire. Simplement, je demande aux gens, alors ne prenez pas de risques pour votre santé. Si vous pensez que ça vous protège, certes, mais usez de bon sens. N'allez pas vous faire verbaliser à 135 €, ça serait stupide, certes. Mais usez de votre cerveau, portez des réflexions, demandez-vous, regardez les journaux, regardez les revues. Aujourd'hui, l'information est accessible à tout le monde. Je ne demande à personne de plonger dans des thèses complotistes. La maladie juste les revues scientifiques, la maladie existe vraiment. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, je ne suis pas un scientifique, mais j'ai appris une chose que tout le monde peut vérifier et qu'on a appris dans toutes les écoles. Une épidémie et sa gravité se mesurent en nombre de morts. Aujourd'hui, on est en train de durcir des mesures alors que le taux de mortalité a drôlement baissé. Alors certes, en Guadeloupe, on crie qu'il y a beaucoup plus de cas, certes, parce qu'il y a plus de tests. Si on avait fait des tests, mais si on avait fait des tests en mars ou avril, ben on aurait fait de la Guadeloupe, je ne sais pas quoi, parce qu'on en aurait trouvé des chiffres faramineux. Donc il faut garder quand même une certaine mesure dans toutes ces histoires. Et moi, je suis convaincu que, vous savez, l'homme a toujours cette tendance à vouloir utiliser à des fins politiques un certain nombre d'événements qui surviennent. Et je suis très méfiant par rapport à tout ça. Sans aller dans l'excès, je pense qu'il y a un peu d'exagération dans les mesures gouvernementales et vous verrez qu'ils se battront pour conserver le masque jusqu'à ce que le vaccin soit possible. Et tout le monde va lâcher le masque parce que pour être démasqué, il faudra se faire vacciner. Finalement, peut-être. On verra. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur. Oui, c'est que je trouve ça quand même choquant, dommage et désolant. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de politicien en Guadeloupe. Parce que je trouve ça inadmissible quand même que le virus circule à vitesse grand V. Parce que j'ai entendu qu'en moins de 4 jours, il y a 163 cas nouveaux. Exact. Et que malgré ça, on veut que les enfants puissent rentrer à l'école comme si de rien n'était, comme si bon, tout est maîtrisé, tout est tranquille. Alors qu'on a des politiciens, ils vous disent que bon, ils aiment la Guadeloupe, ils aiment les Guadeloupéens. Mais ce sont des petits Guadeloupéens qu'on est en train de mettre en danger. Parce que j'ai entendu dire à la radio, qu'il y a 4 personnes en réanimation qui ont moins de 40 ans. Vous vous rendez compte? Maintenant, le virus, il n'a pas d'âge pour frapper les gens. Donc, comment vous me dire que il y a des enfants qui prennent le bus? Ils ne vont pas mettre le masque quand ils montent dans le bus le matin. Alors, vous allez mettre un enseignant ou un professeur, un enseignant, comment je pourrais dire ça, un ASEN, quelqu'un qui, derrière chaque élève au collège? Non. Ça, il n'y a rien qui soit respecté. Et je trouve que quand même c'est dommage. Tout le monde fait comme si, tout est tranquille, on a dit de respecter les gestes barrières. Mais non, c'est quand même, moi je dis que il faut se demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on dirait que tous les politiciens sont en vacances. Il y a M. Charles, M. Superman que je l'appelle, parce que pour lui tout est possible. Et on n'entend même pas. Vous voyez? On n'entend même pas. Donc, ça va se poser des questions, parce que moi je trouve ça inadmissible que quand même, qu'on puisse rentrer dans ces conditions. Qu'on trouve une autre solution, qu'on trouve quelque chose à faire. Mais pas bien sûr, les enfants vont manger à la cantine, comment ils vont faire? Lorsque les enfants seront à la cantine, comment ils vont faire? Il y a des enfants qui vont manger à la cantine. Vous pensez qu'il y a des parents qui auront les moyens, comme le monsieur qui est sur le plateau a dit, de donner à leur enfant 2-3 masques dans la journée? Mais non, soyons logiques. Soyons logiques et soyons sérieux. Donc pour vous c'est pas crédible cette histoire, mais il faudrait faire quoi? Justement, il y a des politiciens, il y a des gens qui sont compétents pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ils devraient porter des solutions. Oui, il faut réfléchir, mais pas rentrer dans ces consciences. Mais c'est pas de notre faute
ils ont créé leur truc, ils ont mis leur truc en marche, maintenant ils ont à se débrouiller pour trouver une solution. C'est pas nous, on est un département, on n'est pas un pays, on est des départements, les gens font comme si c'est pas la France, on n'est pas un pays, on est un département. Et vous voyez le nombre de cas qu'il y a, vous vous rendez compte? Alors monsieur, on avait aussi un petit débat un gros débat d'ailleurs sur le port du masque. Est-ce que vous portez votre masque quand vous sortez? Oui, je le mets à mon travail, je le mets quand je vais dans les grandes surfaces, vous voyez, j'essaie quand même de me protéger parce que, vous voyez, il y a des gens qui sont inconscients, il y a des gens qui font n'importe quoi et qui ne réalisent pas que la maladie est toujours là, bon, ça existe, il y a des gens qui font dans des fêtes, vous voyez, je dis quand même, il faut avoir un minimum de conscience quand même. Mais moi, j'estime que je parle, parce que moi j'ai des enfants, et je trouve ça inadmissible. Il y a des enfants qui vont entrer dans ces conditions à l'école. Vous voyez? Donc, je trouve que, normalement, pour moi, c'est hallucinant. Ce qui se passe là, c'est hallucinant. Parce qu'on n'entend aucun politicien ouvrir leur bouche pour dire non, qui ne sont pas d'accord avec la loi française, l'État, pour dire non, on veut bien, mais pas dans ces conditions. Vous vous rendez compte? Alors, vous allez mettre un surveillant derrière chaque élève? Mais non. Il y a combien d'élèves dans les collèges? Comment on peut gérer ça? À la récréation, comment on peut gérer ça? Vous pensez que... Mais non. Même je vous parle même dans les maternelles. Mais on peut pas s'arrêter de vivre, monsieur. Il faut que la vie continue quand même. Oui, je vous ai pas dit que la vie s'est arrêtée, monsieur. Mais justement... Mais les enfants ont été privés d'école quand même depuis mars. Ils veulent quand même effectuer leur rentrée. Mais c'est juste une question d'organisation. Il faut juste que ce soit bien cadré. Mais vous savez, en Guadeloupe, on parle tout le temps de ça, d'organisation. Mais on n'est pas organisé. C'est triste à dire. On n'est pas organisé. Dans tout, il y a un minimum. On n'a même pas le minimum là. Vous pensez, l'État a dit qu'il ne va pas fournir de masques. Donc, ça, aux parents encore de dépenser de l'argent, d'aller chercher des masques. Mais non, la vie est suffisamment difficile comme ça, compliquée, monsieur. Donc, je n'ai pas dit que l'école ne doit pas rentrer. Hein. J'ai dit que l'école doit rentrer, mais pas dans ces conditions. D'accord. Faut qu'on soit bien clair. J'ai pas dit que je suis contre, mais pas dans ces conditions. Même les professeurs, vous voyez, même les surveillants, comment ils feront? Voyez, alors, d'ailleurs, chaque élève, on va mettre un surveillant. À la cantine, comment on va faire? Dites-moi, comment on va faire? Voilà, SNCL d'ailleurs a souligné, cette problématique, et pour les gymnases aussi d'ailleurs, pour les activités sportives. Oui, mais même dans le bus, il y a des enfants qui prennent le bus à 5h, 5h30 du matin, monsieur. Comment ils vont faire? Oui, Ils ne vont pas mettre le masque depuis le petit qui montent dans le bus. Parce que, vous voyez, c'est quand même gênant le masque. Si on a de l'asthme, si on fait des allergies, c'est quand même contraignant. Monsieur Colonna, vous voulez dire un propos? Restez avec nous pendant 2 secondes. Puisque M. Ségur interviendra là-dessus, puisqu'on parle directement d'éducation, mais voilà l'exemple concret de la psychose qui est dans la population. Donc vous avez des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe là aujourd'hui. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Hein, et c'est le moment où on fait monter la peur. C'est-à-dire, là, on fait une propagande de peur. Et je suis désolé, mais tous les maires, je le dis, tous les maires qui aujourd'hui font appliquer les masques en extérieur savent pertinemment qu'il n'y a aucune raison de le faire, sauf de faire peur à la population. Donc c'est absolument criminel de faire monter. Comment vous allez expliquer aux gens qu'il faut effectivement que les enfants reprennent les bus, qu'ils vont à la cantine et tout, alors que vous entretenez une peur sociale? Vous commencez à 7 jours de la rentrée à dire aux gens, vous ne pouvez pas promener dans telle rue, il faut des masques pour telle rue, il faut des masques sur la plage. Donc vous augmentez la psychose dans la population, et dans le même temps, parce que là, ça sera difficile de dire aux gens qu'on reporte la rentrée ou quoi que ce soit. On l'a déjà fait. Ils voulaient faire... Très clairement. Ils se sont battus, le gouvernement à l'époque et la préfecture s'est battu pour faire 9 jours d'école en fin d'année parce qu'il fallait que les enfants reprennent leur rythme et tout. Donc ça va être difficile de dire qu'on reporte la rentrée. Là, il faudra faire la rentrée. Mais est-ce que ces conditions-là, ces conditions de peur-là qui sont propagées, contribuent à cela? Alors que, ce sont des éléments psychologiques. Je veux dire, les masques à l'extérieur, ça ne sert à rien. N'allez pas faire peur aux gens avec ça. Parce qu'il faut qu'ils gèrent le port du masque à l'extérieur, la surveillance d'un policier éventuel qui va les verbaliser. Il faut qu'ils surveillent aussi, parce que maintenant il y a une campagne qui leur dit qu'il ne faut pas lâcher vos masques n'importe où. Donc il faut qu'ils fassent attention, ils le lâchent pour l'environnement, et c'est tout à fait normal. Donc on met autant de pression sociale, au mauvais moment, des pressions comportementales sur ces gens-là, et à une semaine de la rentrée. Mais c'est irresponsable.
c'est irresponsable. Et ce monsieur a raison. Alors, j'ai lu qu'il y avait un comité de suivi aujourd'hui du conseil départemental avec la préfecture. On verra ce qui en sortira. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a pas de gouvernants, qu'on n'a pas d'élus, qu'on n'a pas de responsables, que l'ARS gère comme elle peut la santé en Guadeloupe et que tout le monde applique sans se poser des questions. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de nos invités, à savoir Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU, mais aussi Éric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe. En première partie, on débattait effectivement du port du masque, qui est devenu même obligatoire sur des plages ici en Guadeloupe, figurez-vous. Un port du masque obligatoire qui pèse énormément aussi sur la rentrée scolaire. Avant la coupure pub, on a eu l'appel d'un auditeur qui est assez inquiet par rapport à cette rentrée. Est-ce que ce sentiment est partagé par beaucoup de parents? On a vu un reportage dans les infos, c'était un peu mitigé, mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance vraiment à une grosse inquiétude là? Il y a une grosse inquiétude de la part des parents parce qu'effectivement, peu d'informations sur les conditions de rentrée. Peu de parents savent si les écoles sont dotées de citernes pour garantir l'accès à l'eau de façon régulière dans les écoles. Peu de parents savent les dotations qui ont été octroyées à chacun des établissements en termes de masques, en termes de gel. Peu de parents savent, des fois, même pas quel serait le maître d'école, parce que nous avons eu une affectation des enseignants qui s'est déroulée le jeudi de la sortie. Donc la plupart des enseignants ont eu leur affectation très tardivement. La plupart des enseignants ne savent même pas d'ailleurs quel niveau de classe ils auront. Et donc, de fait, beaucoup de parents, par exemple, ne peuvent pas avoir les listes de matériel à acheter et donc se projeter dans l'année. Et puis, comme vous le savez, nous n'avons aucune information et aucun protocole particulier sur comment vont se tenir les heures de cantine, comment va s'organiser le transport scolaire. Et puis surtout, dans les écoles, lorsque vous savez qu'en collège, la quasi-totalité des personnels dans les collèges et les lycées devront porter le masque, mais que par ailleurs, en maternelle et en élémentaire, seul l'enseignant se devrait de porter le masque et la plupart des enfants n'auront pas de masque. Vous voyez bien que ça génère énormément d'anxiété chez les parents d'élèves. Et chose assez paradoxale, depuis une semaine à la FSU, nous avons énormément de parents qui nous demandent comment faire pour scolariser leur enfant au CNED. Et qu'une fois qu'ils seront au CNED, ils seront suivis de façon régulière pendant toute une année par ce système d'enseignement à distance. Moi, je reste persuadé que le discours politique et les actes politiques qui sont actuellement portés à connaissance de la population ne permettent pas de générer une sérénité. Et beaucoup oublient que nous, les enseignants, on ne travaille pas sur un moteur de voiture ou sur un ordinateur. Nous avons à former des élèves. Nous avons donc à offrir un lieu serein pour ces petites têtes, pour qu'ils soient en capacité de recevoir l'ensemble des enseignements que nous dispensons. Et vous savez pertinemment que lorsque tout le monde est inquiet, tout le monde est anxieux, nous aurons sûrement des difficultés. Et puis par ailleurs, je veux juste vous le dire, nous avons 11 000 élèves qui ont disparu des radars. Ah oui, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment... Il y a eu plus de 11 000 élèves qui ont disparu des radars en Guadeloupe et qui n'ont pas été du tout pris en charge par l'institution. Parce que, certains étaient de véritables décrocheurs, comme on l'entend. Mais même s'ils étaient des décrocheurs. Mais il y en a plein qui étaient d'excellents élèves et qui, au regard de leur situation scolaire, eux aussi ont disparu des radars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les équipes pédagogiques n'ont pas de protocole, notamment pour savoir comment les prendre en charge, comment faire pour que, sur une période donnée, on puisse faire un certain rattrapage, vérifier les prérequis pour aborder les apprentissages de cette année. Et puis, le pire, c'est qu'en dehors du fait que le ministre préconise qu'on fasse des classes en plein air, si jamais il y a des cas de Covid chez les élèves ou chez les enseignants dans une école ou dans un établissement du second degré, personne ne sait quoi faire. Il est dit effectivement qu'il devrait avoir une salle appropriée pour l'isolement, mais est-ce que toutes les écoles sont en capacité d'avoir cette salle d'isolement? Lorsque vous isolez le gamin,
qui va s'en occuper? Parce que nous avons des classes surchargées. Lorsque vous avez 25 élèves dans le premier degré, lorsque vous en avez des fois 28 en collège et 35 en lycée, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous démultipliez pour pouvoir faire face à toutes ces obligations-là? Donc, malheureusement, nous avions une période où nous aurions pu nous organiser sur le plan départemental, nous organiser pour justement prendre en compte la situation très particulière de la Guadeloupe et y apporter des réponses. En tout cas, avoir un positionnement clair qui rassure tout le monde et qui fasse qu'on puisse se projeter dans les écoles. Aujourd'hui, les enseignants ont sûrement du mal à se projeter dans les écoles. Pire, les élèves et les parents d'élèves auront du mal à se projeter dans les écoles et à amener leurs enfants à l'institution. Et donc aujourd'hui, nous avons énormément d'inquiétudes au niveau de la FSU parce que nous savons pertinemment, après les 3 ou 4 mois de constat que nous avons fait, que le présentiel est essentiel pour la réussite scolaire. Il est essentiel parce que ça permet effectivement d'avoir ce rapport à la sociabilisation et la sociabilisation, mais surtout, ça nous permet de voir très rapidement lorsqu'un gamin est en train de décrocher, physiquement on est là et on voit et on peut ajuster. Et c'est d'autant plus vrai que dans le même temps, le gouvernement n'a rien fait pour réduire la fracture numérique en Guadeloupe. Le gouvernement n'a rien fait. Où sont les fameuses connexions Internet qui devaient être offertes aux élèves? Ils sont sûrement dans le même bateau qui devra livrer les centaines et les centaines de masques. Parce que je vous fais remarquer que tout le monde disait au mois de mai qu'il y avait des masques suffisants pour pouvoir accueillir tout le monde. La plupart des enseignants qui allaient soit pour accueillir les enfants de soignants, soit pour prendre en charge les enfants des parents volontaires pour les amener à l'école le 11 mai, ils venaient à l'école avec leur propre masque. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie sur les conditions sanitaires nécessaires à une reprise des cours. Et pourtant, Dieu seul sait s'il faudra reprendre les cours. Parce que malheureusement, il nous faudra à un moment donné avoir une connaissance la plus nette possible de là où en sont nos élèves pour faire de telle façon qu'on puisse s'organiser. Le problème, c'est que rien n'est programmé. Flou artistique. Le flou artistique le plus total. Nous avons vu Madame la rectrice la semaine dernière, à part répéter ce qui est écrit dans le protocole qui a été pondu par le ministre depuis le 27 juillet, protocole qui est obsolète actuellement parce que la situation sanitaire du 27 juillet n'est plus celle du 25 août. Moi, je vous dis sincèrement, nous sommes extrêmement inquiets. Nous irons parce que nous avons à y aller, mais je crains malheureusement que très rapidement les clusters apparaissent et vous verrez que ça sera la débandade. Retour à la case départ. Mais oui, à La Réunion, vous avez bien vu, il y a eu quelques clusters. Les enseignants ont vu disparaître des cohortes de classe d'un coup d'un seul à La Réunion parce que les parents n'ont pas confiance. On n'a pas mis les éléments nous permettant de retourner de façon sereine à l'école et surtout de faire de telle façon que les parents aient confiance en l'institution et puissent confier correctement leur enfant à l'institution. Et ça, c'est dramatique. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous écoutez votre téléviseur. Allô, oui, bonsoir. Bon, on reviendra. Dans le discours de M. Ségur, justement, j'ai tilté sur un élément qui a dû travailler l'esprit de M. Coriolan aussi. Donc, on vous a proposé des classes en plein air. Mais le 24, M. le ministre a préconisé comme solution possible pendant le mois de septembre où il ferait beau les classes en plein air. Alors vous entendez bien que ça nous a fait bondir. Tous rigoler. Nous sommes dans une période cyclonique. Vous pensez bien que... Mais encore une fois, voyez-vous, on a un gouvernement dans toutes ses composantes et dans la façon dont elle gère, pas seulement la crise, mais dont elle gère les affaires publiques, qui est plein de mépris. Parce que pour moi, c'est méprisant de voir que vous avez des enseignants qui sont en train de se préparer à une situation extrêmement compliquée, qui sont en train donc de prévoir tous les scénarios possibles en termes pédagogiques, qu'on envoie à l'abattoir parce que malheureusement on ne leur garantit pas les conditions sanitaires pour pouvoir reprendre sereinement l'école, et qu'on méprise en plus en leur donnant des solutions, mais
Les cours en plein air. Non, les classes en plein air, c'est pas les cours. Et donc, quand vous entendez ça, vous vous dites, mais on se moque de qui? On se moque de qui? On se moque de qui? Mais dans le même temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en Catalogne, par exemple, les enseignants ont la garantie de voir 11 000 postes d'enseignants supplémentaires pour faire la rentrée. En Italie, le gouvernement a prévu un certain nombre de postes supplémentaires pour dédoubler les classes et faire que justement, chaque classe se retrouve avec beaucoup moins d'élèves. Et donc, de fait, qu'il y ait des masques ou qu'il n'y en ait pas, que nous ayons des difficultés d'approvisionnement en gel ou en eau, au moins, on pourrait garantir dans les salles de classe une distanciation physique réelle permettant tranquillement de prendre en charge les gamins et ne pas se poser de questions. Monsieur Coriolan, masque obligatoire peut-être dans les classes en plein air? Ben, j'en sais rien. Non, on ne sait jamais, ce sera en plein air. Donc, au point où on en est, plus rien ne me surprendrait de ce gouvernement. Mais pour revenir en Guadeloupe, c'est singulier. Je veux dire, bon, il y a 1 mois et demi environ, les élections municipales. Bon, tout le monde faisait campagne pour essayer de récupérer des voix pour diriger la commune. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il disait « donnez-nous les rênes de la commune pour aller appliquer la politique de Macron ». Où sont les maires qui ont fait campagne, qui ont été élus récemment pour singulariser leur commune, à part aujourd'hui être des caisses enregistreuses, ils se contentent aujourd'hui d'appliquer une politique sans aucune forme de différenciation par rapport à ce qui se fait en métropole. Aujourd'hui, ils ont vraiment le rôle de fonctionnaire, là, aujourd'hui, d'appliquer la politique de l'État. Un élu aujourd'hui, même si le maire, bon, il travaille certes avec le gouvernement qui est en place, il y a un certain nombre de négociations qui font... Il y a un rapport de subordination aussi. De subordination, certes, mais il a un rôle éminemment politique. Et en Guadeloupe, un rôle politique consiste à regarder l'intérêt d'abord de sa population. Et je suis désolé, mais on assiste aujourd'hui, mais sans tomber, parce qu'on dit chaque fois, on revient toujours sur les politiques, on est toujours les critiquer et tout. Je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, la population, le peuple guadeloupéen a besoin de représentants ce peuple-là, il a besoin d'un écho. Il a besoin de savoir qu'il est entendu, qu'il est compris. D'accord? Et il est dans, une forme de résilience parce que face au silence, face au laisser-faire de ceux qui sont en charge de le représenter, bien il applique, il met son masque, il ne se pose pas de questions, il évite de prendre les PV, il fait comme il peut, il se débrouille. On est quand même dans un pays où il y a un problème cruel d'eau. On est dans un pays où il y a des sargasses nous arrivent régulièrement. On est dans un pays où il y a 30% de chômeurs, chômage endémique. D'accord? On est dans un pays où on nous a flanqué 65 radars au lieu de 100, mais enfin bon, tous les 10 ou 15 kilomètres, on risque de se prendre un PV. Et on a environ une vingtaine de maires qui disent aujourd'hui sur mes plages, vous mettez... le plus fort c'était Saint-Claude. Le maire de Saint-Claude qui a demandé de mettre des masques à la soufrière. Oui. Non, mais on est dans un délire complet. Et alors, effectivement, c'est facile aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'élection municipale tout de suite. Ils sont bien en place. Mais je demande sincèrement aux Guadeloupéens de réfléchir à tout ça. On est un peu bloqué parce que... Et la responsabilité, monsieur? On écrit... On est tous responsables quand même. On est responsables, certes, mais les discours sont bons. Moi, j'ai entendu des maires se présenter avec de très beaux discours. Je les vois disparaître aujourd'hui. J'ai fait une lettre ouverte à Éric Jalton, par exemple, pour lequel j'ai une estime particulière, mais j'ai été déçu de voir qu'Éric Jalton avait pris le leadership de la peur. J'appelle ça de la peur. Moi, alors, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité en tant que maire sur la santé publique où ils sont obligés, eux aussi, de se protéger. Je peux le comprendre. Mais ils ne sont pas seuls. Concertez-vous. Vous avez un pays en main. Ça n'est pas comme Macron fasse ce qu'ils veulent en France. Je peux le comprendre. Nous sommes quand même une particularité de la France. Nous pouvons trouver une façon de convoquer l'ARS et les services de santé et la préfecture pour demander une appréciation locale de ce Covid-là. Personne ne fait preuve de cette audace-là parce que c'est beaucoup plus facile d'appliquer. Alors, on dit que le grand mot aujourd'hui, c'est la responsabilité. La responsabilité consiste à appliquer les mesures de l'ARS. Je ne suis pas certain,
sincèrement qu'aujourd'hui, demandez aux chefs d'entreprise, demandez au MEDEF, demandez au monde patronal et économique aujourd'hui ce qu'ils pensent de tout ça. Ils assistent un peu à l'effondrement de l'économie. Mais je suis certain que beaucoup de gens pensent qu'il y avait moyen de trouver... de limiter la casse. De trouver une alternative que d'appliquer toutes ces mesures-là telles qu'elles sont. Il y a beaucoup regardez dans la Caraïbe. La Caraïbe, on ne peut pas dire que la Caraïbe, ceux qui nous ressemblent un petit peu, bon, après, il y a la sociologie, il y a la population qui change et tout. Donc, on ne peut pas coller forcément les mêmes modèles, mais on ne peut pas dire que ce soit la Caraïbe qui a été la zone la plus impactée par le Covid. Donc, c'est sûr, mais ils ont plus de restrictions que nous pour les pays en type anglophone, par exemple. Mais en amont, on aurait pu mettre ces restrictions. Moi, j'ai entendu à l'époque... Mais il fallait sauver l'économie à l'époque. Enfin, quand on a fait quoi? Quand au début de la phase Covid, justement, on avait mis ça en parallèle en disant est-ce qu'on choisit les vies humaines ou bien on choisit de sauver l'économie. Donc on a maintenu effectivement le trafic pendant un certain temps. Moi, j'étais plus dans l'idée qu'on laissait un peu chacun rentrer chez soi le temps de voir comment ça se passe. D'accord, mais aujourd'hui, on est dans le tout sanitaire. Et le tout sanitaire, je suis désolé, mais il est appliqué sans aucune forme de question. Je vous dis, ces masques en plein air, c'est une aberration. C'est vraiment la goutte d'eau, c'est plus... Oui, c'est pas la goutte d'eau, je vais pas aller faire une révolution pour ça, mais je vous dis, c'est quand même, c'est relativement... il suffit de se poser... Je demande aux éditeurs, faites cette expérience-là, demandez à votre médecin traitant, docteur, qu'est-ce que vous pensez des masques en plein air? Et voilà, vous aurez la réponse. Et chacun d'entre eux, ils sont médecins, ils savent que ça vaut rien. Okay, mais c'est une mesure psychologique, c'est une mesure de restriction psychologique sur les gens qui entretiennent. Par exemple, il y a des choses, il y a des statistiques, il y a des mesures qui sont prises. Alors je comprends que le Covid est en train de remonter parce qu'il y a beaucoup plus de tests, mais il faut tenir compte du fait qu'on teste plus. Donc il y a plus de gens reconnus malades aujourd'hui. Après, on vous donnera mais des cas aussi. Les cas graves sont moins importants. Alors je vois que le mais CHU... ils sont quand même existants. Ils sont existants, mais en mars, ils étaient comment? Je vois que le CHU déclenche un plan blanc, donc tout le monde l'a entendu, parce qu'il y a beaucoup de communication. Le plan blanc est déclenché au CHU, ça veut dire que la situation devient grave. Sauf qu'on apprend que le CHU a 7 lits dédiés au Covid en réanimation. D'accord? Alors que la moyenne française est de 12 lits pour 100 000, c'est-à-dire qu'on devrait avoir ici 12 fois environ 3 ou 4 lits. Alors il paraît que c'est 22. C'est 7 lits dédiés, pour bien dire les choses. 7 lits dédiés au Covid, une vingtaine de lits au total. Mais même la vingtaine n'est pas suffisante. Ça devrait être 48, 50. Mais une fois que ces 7 lits ont été remplis, on a déclaré que voilà, on est saturé et il faut passer au plan blanc. Donc le plan blanc, il est diffusé sur tous les médias. Les Guadeloupéens, on est en plan blanc, les choses s'aggravent. Il y a une façon de gérer la communication, il y a une façon d'éviter de propager cette peur, c'est mon avis. Je ne sais pas, mais tel que je me suis quand même informé, j'ai lu, j'ai beaucoup lu, en dehors de ce qui peut être ce qu'ils appellent les informations complotistes et tout, mais aujourd'hui, même sur les chaînes officielles, sur LCI, sur les CNews, des gens commencent à faire entendre leur voix. Vous avez le professeur Toussaint, vous avez le professeur Perron, vous avez des gens, des sommités qui sont formés, qui ont beaucoup d'informations sur ce Covid-là, qui disent arrêtez le délire. Donc, bon, alors, en Guadeloupe, faisons entendre notre voix. Monsieur Chalus et Madame Borel peuvent très bien dire, bon, essayons de trouver une juste mesure dans tout ça pour éviter la catastrophe. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes règles que la France. Les effets de ce Covid-là seront 4 ou 5 fois plus graves chez nous. Parce que nous n'avons pas le même tissu sociétal, nous n'avons pas le même tissu économique, nous n'avons pas le même tissu d'emploi et sanitaire tout. Même. Sanitaire et tout. Donc, sans compter les problèmes qu'on traîne depuis des années, l'eau qui manque. On ne peut pas se le permettre. Et ne pas se le permettre, ça veut dire faire preuve d'originalité et d'audace. Originalité et audace, ça veut dire que vous êtes en mesure aujourd'hui, vous avez 2 collectivités majeures, la décentralisation quand même s'applique encore un petit peu. Vous pouvez vous rencontrer et demander à ce que ce gouvernement tienne compte du fait qu'on peut envisager des mesures pour la Guadeloupe. Moi, je le dis, je parle dans le vide peut-être, mais je l'ai écrit. J'espère qu'ils vont finir par l'entendre un jour, mais parce qu'apparemment, c'est parti pour 2 ans. Hein. Un minima. Donc, mais vraiment, on ne pourra pas continuer comme ça. C'est la mort. Visiblement, il y a une préparation psychologique, justement, en fait, d'intégrer ces mesures sur le long terme. Beaucoup plus de gens mourront de la peur et des effets du Covid que du Covid lui-même.
Et d'ailleurs... Bon, après, il y aura un gros débat là-dessus, mais on pourra avoir des scientifiques assez pointus. Non, mais ce stress-là, les gens ne pourront pas le supporter. C'est un stress insupportable. Et puis, bon, les effets a fortiori de tout ce gaz respiré dans les masques. Vous avez essayé de porter un masque en plein soleil ? Bon, je ne serais pas un très bon défenseur du masque, je le porterai en public. Oui, non, mais je ne vous demande pas si vous l'êtes ou pas. Mais au soleil, est-ce que vous avez essayé pas? Non. Moi, j'ai essayé, c'est difficile de rester une demi-heure. Mais même quand vous n'êtes pas au soleil, en fait, vous respirez de l'air chaud. C'est le même air. Vous respirez de l'air chaud, d'une part. Donc il y a une vraie. Mais scientifiquement, ça n'est pas respirable. Voilà, c'est bien le terme. Donc arrêtons ces bêtises. Si on dit qu'il faut s'y faire, monsieur Coriot. C'est une nécessité, c'est obligatoire, il faut s'y faire. Jusqu'au moment où vous ne pourrez plus respirer. Mais il y a 3 mois, on disait aussi qu'il ne fallait pas s'y faire. Vous avez vu Madame Sibeth Ndiaye, oui. Vous avez vu tous les membres du gouvernement. Mais c'est une bêtise le masque. L'autre qui dit je ne sais même pas l'utiliser. Donc il y a trop de revirements. Faisons-nous une opinion, regardons les données scientifiques et trouvons un juste milieu là-dedans. C'est pas parce qu'il est obligatoire qu'on doit forcément l'appliquer. Aujourd'hui... Mais en tout cas, protéger les personnes âgées. Oui, ça, par contre, ça reste un message fort qu'ils font passer en ce moment. Mais protéger les personnes âgées, certes, mais aujourd'hui, la communication, c'est de dire que ce sont les jeunes surtout qui sont touchés. Alors, les jeunes, les circonscrire pour protéger les personnes âgées, on peut le comprendre, mais... moi, je ne suis pas sûr que toutes ces mesures-là soient vraiment sur un fond sanitaire. Mais je ne suis pas le seul à le penser. Ah, mais de grands scientifiques. Oui, non, mais je parle de nos responsables. Nous avons, parce que moi, je respecte la démocratie. Il y a encore une chose qu'on a. Il y a 2 solutions dans ce genre de choses. C'est ou la révolution, où on respecte les institutions. Et les institutions, pour l'instant, on a des gens qui sont responsables et qui sont chargés de nous représenter. Donc je crois que les gens qui sont en charge de nous représenter, ça va de la préfecture à nos élus. Je pense qu'ils ont quand même au moins un minimum de bon sens comme moi, et ils n'en pensent pas moins que moi. Sauf que pour des raisons politiciennes, pour des raisons de fonctionnement politicienne, bien sûr, on évite d'aller sur ces sujets-là. On préfère laisser la préfecture gérer la Guadeloupe, comme c'était le cas avec l'ancien préfet. Regardez, vous avez invité un préfet ce soir pour discuter. C'est un échange. Il n'est pas question. C'est l'occasion pour lui de se confronter à un syndicat. Moi, c'est pas très important. Je suis un citoyen, mais il y a quand même un syndicaliste qui est là. Non, il réagit, ce préfet, comme le gouvernement qu'il représente, c'est-à-dire en directive, c'est-à-dire ils émettent des opinions et des directives et il faut les appliquer. Et il n'est pas question de les débattre. Alors, si nos élus, eux, qui peuvent l'approcher, ne lui proposent pas d'en débattre, on n'a pas la porte de sortie. Et comme on ne peut pas aller marcher dans les rues, puisque maintenant, c'est... Votre manifestation ne sera pas autorisée. Elle sera pas autorisée. De toute façon. On ne va pas tarder à clore l'émission, justement. Donc, effectivement, une rentrée qui se profile dans un flou artistique assez prononcé. Quelles sont les demandes claires des syndicats, dont la FSU, pour que la rentrée se passe plus ou moins bien la semaine prochaine? Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une situation claire, établissement par établissement. Il faut qu'on sache effectivement si dans ces établissements, nous aurons des citernes d'eau. Il faut qu'on sache les dotations de masques permettant, sur une donnée donnée, une durée donnée, notre capacité effectivement de faire face à cela. On va avoir des stocks bien définis. Il faut qu'on ait effectivement aussi une réflexion sur comment aborder ces 11 000 gamins qui ont disparu pour qu'on puisse les réintégrer dans le système et faire qu'on puisse les suivre. Il faut nous donner aussi le temps pour qu'on puisse tranquillement évaluer aussi ceux qui pendant 4 mois n'ont pas disparu, mais ont vécu difficilement, et la période de confinement et la période de déconfinement. Et puis, je pense sincèrement qu'il nous faut du personnel supplémentaire.
Il nous faut plus de psychologues parce que je reste persuadé qu'il nous faudra traiter des situations très particulières et il nous faut ce personnel-là. Il nous faut plus d'infirmières également pour que demain, lorsque nous allons nous retrouver avec un certain nombre de clusters qui vont se générer dans les établissements, il y ait une prise en charge rapide et qu'il y ait justement la possibilité d'isolement et de suivi et de contrôle. Est-ce que vous voulez être aussi un peu traité comme dans les collectivités, avoir des tests massifs de tous les enseignants, des choses Mais comme vous ça? savez, nous, à la FSU, comme beaucoup de syndicats, nous avions dit, nous sommes sur une île. Il était beaucoup plus simple, à notre sens, sur une île, de gérer justement cette transmission et ce flux de virus. Si dès le départ, lorsque nous avions dit qu'il fallait contrôler les ports et les aéroports, si dès le départ on avait testé massivement les personnes et qu'on avait réussi à voir plus ou moins où étaient les personnes porteuses du virus pour les isoler, les mettre en quarantaine, puis ensuite qu'ils puissent se réinsérer dans la vie de tous les jours, je reste persuadé que nous serions un peu comme l'est actuellement la Nouvelle-Zélande qui, elle, ne connaît pas de circulation du virus parce qu'elle a fait justement ce travail de contrôle aux ports et aux aéroports, de tests. Aujourd'hui, les gens travaillent normalement, vont à l'école normalement en Nouvelle-Zélande. Et utilisent la chloroquine. Et ils n'ont pas, de grande circulation du virus parce que même s'ils sont une très grande île, au moins ils ont fait ce travail-là. Nous, on aurait pu le faire, on n'a pas fait. On s'est dit, il y a la période de déconfinement qui arrive, regardons, traitons les choses établissement par établissement, s'il le faut, entreprise par entreprise, et puis après, faisons de telle façon. On ne l'a pas fait. Lorsqu'il a fallu voir les personnes. Et là, on arriver, peut rattraper ou pas? C'est rattrapable ou pas? Encore une fois, tout est rattrapable. Mais est-ce qu'on a la volonté de le faire? Donc, à l'heure où l'on parle, à J-7, la volonté n'est pas encore là. Mais pas du tout. La preuve, c'est que vous voyez pas bien, de réunion prévue. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de comité technique académique de prévu. Vous n'avez aucun CHSCT administration par administration de prévu pour qu'on puisse effectivement. Et donc, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce qui s'est passé à la mairie des Abîmes? On a trouvé un cas de Covid, on ferme la mairie, et ensuite on décontamine, et puis on va voir... Le même schéma va se reproduire dans les écoles. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Si vous avez 2 enseignants atteints du Covid, ou 4 ou 5 élèves atteints du Covid, qu'est-ce que vous allez faire? Sinon, isoler, traiter l'école et fermer l'école pendant un certain temps. Donc vous aurez 3 écoles qui vont fermer à Morne-à-l'Eau la semaine 1, 5 aux Abîmes la semaine 2, et puis... il faudrait que tout ça soit anticipé. Hein. Mais bien sûr, parce que l'augmentation du nombre de cas Covid, il n'est pas lié seulement par l'augmentation des tests, il est lié par la reprise de l'activité économique. Parce que lorsque nous avons déconfiné, il y avait très peu de circulation. Les entreprises fonctionnaient bon an mal an avec très peu de personnes et puis tout le monde avait ce réflexe de distanciation, de laver les mains. Mais depuis le 15 août, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises, elles ont besoin de retrouver une activité économique telle qu'elles ont l'habitude de l'avoir. Et lorsque nous allons devoir retourner à l'école et retrouver une activité scolaire telle que nous la connaissions auparavant, vous verrez bien que donc de fait, il y aura un brassage beaucoup plus important, donc il y aura des cas Covid de plus en plus importants. Malheureusement, comme il n'y a pas de test, comme il n'y a pas de capacité à connaître la situation sanitaire de chacun des établissements dans lesquels nous allons travailler, et surtout comme nous n'avons pas la connaissance et la possibilité d'avoir une vraie distanciation physique en diminuant le nombre d'élèves par classe, on sera en grande difficulté. Lorsque vous êtes au lycée et que même si vous mettez le masque, vous avez 36 élèves en terminale, vous pensez bien que lorsqu'ils vont subir 2 heures de cours de maths, et je dis subir parce que bien souvent, malheureusement, les jeunes subissent les mathématiques, et pourtant Dieu seul sait si j'aime les mathématiques, vous allez vous retrouver avec des gamins, le premier réflexe, c'est dans la cour d'enlever le masque. Et quand ils sont dans la cour, lorsqu'on va faire la chasse aux non-porteurs de masques, vous verrez que très rapidement, les toilettes, les coins non visibles des lycées ou des collèges ou même des écoles élémentaires vont se retrouver avec des échanges informels.
Et dans la foulée, vous verrez, c'est mécanique. Vous avez beaucoup plus de personnes dans un lieu donné, vous avez la circulation du virus qui augmente de façon exponentielle et mécanique. Si on arrivait au moins à s'asseoir autour d'une table et en toute responsabilité se dire, voilà, effectivement, les choses vont arriver, mais voilà où on en est, voilà ce qu'on pourrait faire. Pourquoi on n'a pas utilisé cette période de post-confinement pour mettre à niveau les établissements scolaires et obtenir de ce gouvernement des moyens financiers supplémentaires pour permettre aux collectivités territoriales de mettre en branle les opérations. Bonne interrogation, mais je pense qu'il est trop tard pour la poser, puisque la rentrée, c'est la semaine prochaine. Mais oui, mais encore une fois, je vous fais remarquer, entre le 11 avril et le 11 mai, la FSU a fait un communiqué par jour, en redemandant toujours la même chose. Oui, et visiblement... Je les recevais régulièrement. Et visiblement, personne ne les a écoutés. Chacun a fait dans son coin. Chacun fait sa politique de communication en disant, moi, de toutes les façons, dans mes lycées, j'ai mis des points d'eau, j'ai mis du gel, j'ai mis ceci. Et puis finalement, malgré tout ça, on va se retrouver en grande difficulté, tout simplement parce que on n'est pas capable ici de se regarder les yeux dans les yeux, de discuter d'homme à homme, de femme à femme, d'homme à femme, peu importe, et d'avoir le sens des responsabilités qu'on appelle de nos voeux, mais qui ne transparaissent pas dans les actes politiques. Il n'y a que la parole politique, il n'y a que de la communication politique, mais il n'y a pas d'actes politiques qui nous permettent, nous, la population, de nous projeter dans nos entreprises, nous projeter dans nos écoles, nous projeter dans la société de façon globale et ensuite de nous épanouir. Et c'est ça la difficulté. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir. La prochaine fois monsieur Coriolin, il faudra que vous répondiez à une question, à savoir si vous avez des ambitions politiques. Parce que la question a été posée sur le Face. On peut avoir un oui ou un non au moins. Vous avez des ambitions politiques ? La prochaine fois. Non, mais faire irruption dans le débat, c'est forcément faire déjà de la politique. On est d'accord là-dessus. Donc peut-être. Merci en tout cas messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir et d'avoir participé à ce débat. On a déploré effectivement l'absence du préfet puisque les clauses effectivement, le format du plateau ne lui convenait pas. Mais on espère en tout cas qu'il acceptera le débat d'opposition. Moi je trouve que c'est très constructif et qu'on devrait plus tendre vers ça, justement avoir des échanges constructifs entre hommes et femmes intelligents tout simplement. Merci encore à vous chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à tous les internautes. J'apprécie franchement les petits commentaires. Bon, je peux pas tous les relayer, mais merci encore. Et on se retrouve demain à 18h30 pour une prochaine grande édition, tout simplement. Ciao. Merci.